Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce petit déjeuner débat organisé par l'ICFC. Je vais présenter l'Institut Canary et la raison pour laquelle nous avons donc invité Loïsa Rezuel, représentant l'Institut, à présenter cette thématique, et je passerai la parole au président Alex Falémé pour qu'il puisse borner un peu mieux le thème qui a été retenu pour ce petit déjeuner de ce matin. Créé en 1978, l'Institut Caraïbe des ressources naturelles est une organisation non gouvernementale dont le siège se trouve à Trinidad. C'est essentiellement un institut technique indépendant qui a pour objectif général d'identifier les meilleures méthodes et procédures qui permettent d'optimiser les biens et services écosystémiques afin de garantir un égal accès des populations les plus vulnérables à ces ressources. En se donnant pour mission principale de promouvoir et faciliter la participation équitable et une véritable collaboration des populations dans la gestion des ressources naturelles, Canary cible des problématiques qui sont au cœur de la société guadeloupéenne. Les récents débats qui ont eu cours dans le cadre de la conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique en attestent. La déclinaison de la mission générale de Canary se retrouve dans son plan stratégique 2011-2016 et s'articule autour de 11 domaines prioritaires, au sein desquels on peut citer à titre d'exemple forêt, mode de vie et gouvernance, ressources côtières et maritimes et gouvernance, la recherche, les modes de vie ruraux, les changements climatiques et la réduction des risques liés aux catastrophes et bien sûr l'économie verte. Nous sommes à ce titre très heureux d'accueillir Loïsa Rezuel, chargée de projet à Canary depuis plus de 4 ans, afin de nous exposer la thématique du petit déjeuner débat de ce jour, donc l'économie verte, outil de développement des petites et moyennes entreprises dans la Caraïbe. Originaire de la Guadeloupe, Loïsa réside à Trinidad depuis 2006 et contribue à Canary à la mise en œuvre de plusieurs programmes de travail. Elle s'intéresse en particulier aux efforts faits en vue d'élaborer un modèle de développement économique qui doit pouvoir garantir la conservation des ressources naturelles et la distribution équitable des bénéfices dans le cadre du programme Économie verte. Monsieur Alex Falémé, président de l'ICFC, par son allocution d'ouverture, présentera le cadre général de ce PDD. Merci Madame la directrice. Madame Thérèse Marianne Pépin, présidente de la commission coopération de la région Guadeloupe, s'excuse. Monsieur Bon, qui est ici présent, directeur général adjoint des infrastructures, du cadre de vie et de l'aménagement du territoire. Monsieur Céleste, directeur général adjoint du développement économique, s'est excusé aussi. Messieurs les membres du conseil d'administration de l'ICFC, mesdames et messieurs, en préambule, je souhaite exprimer en notre nom à tous la bienvenue à mademoiselle Loïsa, à madame Loïsa Rezuel, chargée de projet à l'Institut Caraïbe des ressources naturelles, qui, originaire de la Guadeloupe, nous vient de Trinidad afin d'animer ce 26e petit déjeuner débat consacré à l'économie verte dans la Caraïbe. La conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20 de juin 2012 met en relief la nécessité de mesurer le retard pris dans la dimension économique du développement durable, mais surtout l'impérieux besoin de changer les pratiques des décideurs économiques en matière de ressources naturelles. Les acteurs institutionnels internationaux s'accordent à présenter l'économie comme une économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et de la justice sociale, tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques. Cette exigence a trouvé très rapidement une déclinaison dans les ordres nationaux. La France ayant, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique d'octobre 2014, prévu la création d'un fonds doté de 1,5 milliard d'euros pour soutenir les initiatives locales en matière de transition énergétique et d'économie circulaire. Cependant, l'économie verte suscite toujours de vifs débats. S'agit-il de privatiser la nature et les ressources naturelles? Faut-il associer l'économie verte aux pratiques du commerce et de la finance mondiale? Grand est le risque de voir le soutien de la croissance verte se substituer aux actions en faveur de la protection de l'environnement.
La croissance verte n'est pas une donnée universelle. Elle doit s'inscrire dans une approche tenant compte des différences entre États en matière de développement. La Caraïbe n'échappe pas à ces interrogations et contradictions. L'économie verte constitue une véritable opportunité de développement pour des territoires à la recherche de nouveaux relais de croissance dans un contexte économique particulièrement morose. De plus, les pays de la région particulièrement vulnérables sont au premier chef concernés par la nécessité de protéger leurs territoires insulaires aux potentialités naturelles nombreuses. Je cite énergie renouvelable, écosystèmes riches, tourisme vert, mais contraintes par l'espace réduit, la pression démographique et les aléas climatiques. Le développement durable est pour eux un impératif de développement plus qu'un choix économique et social. Dans ce contexte, la Guadeloupe cherche aussi sa voie en respect de l'environnement et développement économique, la feuille de route de la DAS 3 ayant pleinement intégré l'économie circulaire au titre de secteur d'avenir et ce à travers la valorisation de la diversité des ressources insulaires, la prévention et la gestion des risques en milieu caribéen et la protection des industries créatives liées. La conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique qui s'est tenue en Guadeloupe du 22 au 25 octobre 2014 a placé cette question du lien entre économie verte et développement des territoires insulaires au cœur de ses travaux. Sur ce point, le message de la Guadeloupe identifie des orientations stratégiques et des actions opérationnelles. Au titre des orientations stratégiques, il s'agit de prioriser et financer de toute urgence l'environnement durable des économies des RUP et des PTOM dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture, des ressources forestières, des ressources aquacoles et halieutiques, mais aussi dans le secteur de l'énergie et de la construction, et ce à travers l'innovation et la diversification. Promouvoir un accès et un bénéfice équitable des ressources pour la population des RUP et des PTOM. Au titre des actions opérationnelles, l'accent est porté sur le développement d'outils d'accompagnement des politiques publiques selon des approches écosystémiques, le développement de mécanismes financiers et d'incitation financière, favoriser l'économie circulaire en permettant aux petites et moyennes entreprises de créer des emplois et d'augmenter leur croissance économique. C'est ce dernier point qui sera particulièrement l'objet de nos échanges de ce matin. L'Institut Caraïbe des ressources naturelles s'y emploie depuis de nombreuses années. L'Institut Canari a inscrit au sein de son programme d'action stratégique 2011-2016 la recherche d'une mise en pratique des principes de l'économie verte pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est avec plaisir que je cède le micro à Madame Loïsa Rosduel afin qu'elle puisse nous faire part de l'expérience de l'Institut dans l'analyse des opportunités de l'économie verte pour les petites et moyennes entreprises. Et bon séjour, pas chez nous, mais chez vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Déjà, merci à tous d'être venus. Merci à l'ICFC d'avoir invité Canari ce matin. Évidemment, en tant qu'originaire d'ici même, c'est un plaisir et un honneur d'être là ce matin. Donc, je vais tâcher en quelques minutes de présenter effectivement l'économie verte et les résultats, j'ai envie de dire, du dialogue que Canari a mené depuis quelques années, déjà 2010. C'est vraiment en 2010 qu'on a entamé les travaux sur l'économie verte. Et ensuite, évidemment, s'attacher à l'angle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est celui du développement des petites et moyennes entreprises dans la Caraïbe. Donc en deux mots, juste un peu pour compléter ce que Madame Barfleur a déjà énoncé, Canari est évidemment pas évidemment, mais Canari est une organisation non gouvernementale qui est basée à Trinidad. Plus de 30 ans d'expérience, et même si nous sommes basés à Trinidad, notre
champ d'action s'étend à l'ensemble des territoires et des États de la région. Et donc, en fait, tout ce que nous le faisons de manière participative afin de faire en sorte que les parties prenantes qui utilisent les ressources naturelles, qui en profitent, qui en bénéficient, afin que toutes ces parties prenantes puissent participer de manière concrète à la gestion de ces ressources et à la façon dont elles sont, aux décisions qui sont prises relatives à la gestion de ces ressources. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a Canary avec le soutien et en collaboration avec l'Institut international pour l'environnement et le développement, basé au Royaume-Uni. Canary a commencé en 2010 à étudier et à vraiment s'intéresser de plus près à l'économie verte. Alors, l'économie verte, c'est un concept évidemment qui n'est pas qui n'est pas si récent que ça, mais en fait, on s'est rendu compte que l'économie verte était un concept qui était discuté, oui, dans de nombreux forums internationaux relatifs au développement, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait s'attacher à démontrer ce que l'économie verte pourrait représenter, ce que l'économie verte pourrait signifier pour nous dans la Caraïbe, et en tenant compte évidemment des spécificités de nos régions. Et en fait, cette réflexion venait à point dans la mesure où on constate que le développement économique, la croissance à tout prix, j'ai envie de dire, qui a été privilégiée pendant de nombreuses années, on s'est rendu compte que ce modèle-là, quelque part, n'avait pas apporté tous les résultats que l'on espérait. Et donc, il fallait peut-être s'attacher à développer et à présenter un nouveau modèle. Et c'est en cela qu'on a cherché vraiment à utiliser le concept et les principes relatifs à l'économie verte pour repenser véritablement le développement économique et proposer un modèle nouveau. Et donc c'est pour ça qu'en fait on s'est rendu compte qu'il fallait véritablement remettre en cause la notion traditionnelle de développement et changer un peu notre manière de penser le développement. Donc cette nouvelle vision, ce nouveau modèle, évidemment des points clés. Il faut favoriser le bien-être de la personne humaine, le bien-être humain, l'être humain évidemment au centre de l'économie verte, au centre du développement. Tout cela, il faut le faire dans le respect des limites climatiques et écologiques que l'on ne peut nier, les effets que l'on sait tous du changement climatique et des aléas climatiques, et en garantissant l'équité sociale et la durabilité environnementale. Encore une fois, l'individu est au centre de cette nouvelle vision du développement, et donc c'est comme ça que l'on a un petit peu approfondi la notion même d'économie verte. Et alors, en ce qui concerne la Caraïbe en particulier, puisque l'idée, c'était véritablement de définir ce que ce concept pourrait représenter, pourrait signifier pour nous dans la région. Et l'on s'est rendu compte qu'il faudrait que... Donc, j'ai énoncé là quelques principes, j'ai résumé un peu quelques principes qui sont apparus au cours des discussions. Je précise quand même que quand je dis nous, Canary, oui, menait ce dialogue, mais c'est évidemment en collaboration avec de nombreuses parties prenantes. L'économie verte, évidemment, fait appel à toutes sortes de secteurs, toutes sortes d'expertises, donc urbanisme, planification, développement durable, changement climatique, etc. Donc économie, macroéconomie. Donc en fait, en collaboration avec toutes ces parties prenantes et au terme d'une série de rencontres et de discussions, nous sommes arrivés à ces principes qui, selon le consensus, caractériseraient l'économie verte dans la région des Caraïbes. Donc, une distribution équitable des bénéfices économiques, une gestion efficace des ressources naturelles, durables évidemment. Il faut également que ce modèle soit économiquement viable et que l'économie, du coup, soit suffisamment résiliente et qu'elle puisse résister aux chocs internes, mais également externes. Et quand on parle de choc, on parle aussi bien d'un point de vue économique, de la crise mondiale, financière mondiale, dont on a tous entendu parler, et des choses beaucoup plus tangibles, j'ai envie de dire, comme les aléas du climat. Donc c'est pour ça que cette économie doit devenir beaucoup moins dépendante des circonstances extérieures et bien évidemment elle doit avoir pour objectif de favoriser les populations les plus démunies et avoir la capacité de générer des emplois et des conditions de travail décentes pour les communautés locales. Donc,
comment s'inscrivent les petites et moyennes entreprises dans le cadre de la transition vers une économie verte, et pourquoi on a voulu un petit peu approfondir cet angle. On se rend compte, vous le savez évidemment, dans notre région, les PME emploient énormément de personnes. Je crois qu'à l'échelle de la région, c'est à peu près 50% de la population active. Donc, il n'est pas à démontrer que les PME jouent un rôle primordial en termes de création d'emplois, en termes de croissance, forcément. Et donc, qui dit croissance, c'est si on veut effectuer la transition en termes de croissance verte. Du fait de leur petite taille, les petites structures sont souvent plus favorables et peuvent répondre davantage à tout ce qui est innovation. La créativité est sans doute beaucoup plus facile à mettre en œuvre au sein d'une petite structure. La flexibilité. Donc, les PME possèdent une capacité d'adaptation qui permet justement de transitionner vers ce changement. Nombre de ces PME font évidemment usage des ressources naturelles, puisque à l'échelle de la région, nous sommes notre insularité veut que, comme le disait le président à l'instant, beaucoup de ces PME font usage des ressources naturelles dans le domaine du tourisme, de l'agriculture, pour ne citer que cela. Et ensuite, on constate aussi que les problématiques, les thématiques auxquelles l'économie verte souhaitait répondre, telles que l'inéquité sociale, l'injuste répartition des bénéfices, le rôle des femmes, des jeunes, toutes ces thématiques qui, entre guillemets, posent problème, peuvent être modifiées. Des progrès sont possibles si effectivement on s'attache à focaliser sur les petites et moyennes entreprises. Il est à noter que nous avons également, dans le cadre de nos travaux sur l'économie verte et les PME, comme vecteur de cette transition, inclus l'économie informelle, puisque malheureusement l'économie informelle est une réalité, et donc nous avons pensé qu'il serait plus bénéfique d'inclure ces petites et moyennes entreprises ou ces entreprises qui évoluent dans le secteur informel. Alors, l'approche que l'on a adoptée, c'est une approche qui est assez novatrice, que nous utilisons à Canaries dans plusieurs de nos projets, et c'est une approche qui est celle de l'apprentissage par l'action. Donc en fait, grâce à des financements de l'institut que je mentionnais à l'instant, l'Institut international pour l'environnement et le développement, nous avons pu mettre en œuvre un projet qui avait pour objectif d'explorer les voies permettant de permettre aux PME, y compris celles opérant dans le secteur de l'économie informelle, comme je le mentionnais à l'instant, d'être et de devenir des vecteurs d'une transformation économique qui soit verte et inclusive au sein de la région de la Caraïbe. Donc, pour un petit peu préciser, spécifier ce que l'on entend par apprentissage par l'action. Juste quelques mots. L'apprentissage par l'action, en fait, c'est une méthode qui permet de résoudre des problèmes complexes, des problèmes urgents entre pairs. Donc, un groupe de personnes qui travaillent, qui œuvrent dans le même domaine vont se réunir et vont poser des questions, réfléchir, partager des expériences, échanger. Donc en fait, si j'ai une question, je vais la poser au sein du groupe et sans juger de la nécessité, de l'utilité de la question, mes collègues vont me suggérer des moyens de pouvoir répondre à cette question. Si ils ont été confrontés à ce même problème, à cette même question, ils vont suggérer pourquoi ne pas tenter ceci ou cela. Donc c'est vraiment une approche qui fait la part belle, au partage d'expériences et à l'innovation et à la créativité. Et donc, en fait, au terme, une fois qu'on a identifié les membres de ce groupe d'apprentissage par l'action, ces membres vont faire usage de leur expertise afin de suggérer, d'appliquer ensuite d'appliquer des solutions à des problèmes qui auront été identifiés, et ensuite ils vont revenir pour évaluer les résultats et les leçons. Donc, l'apprentissage par l'action, c'est vraiment une démarche qui est censée permettre de désapprendre pour ensuite apprendre. C'est-à-dire que, évidemment, les idées reçues, les idées préconçues, les notions préconçues n'ont pas leur place dans le cadre de l'apprentissage par l'action. Donc, j'ai un cycle, juste en espérant clarifier un peu davantage. Le cycle, c'est le cycle de l'apprentissage par l'action. Donc, en fait, on commence par identifier un problème, un besoin. Ensuite, un groupe d'experts est mis en place et les membres de ce groupe s'engagent, comme je le disais, à apprendre véritablement en faisant, c'est-à-dire qu'on essaie de faire abstraction de ce que l'on sait déjà. Évidemment, puisque chacun est expert dans un domaine particulier, on fera un état des lieux de la recherche, de la connaissance, pour ensuite savoir quelles expériences seront
quelle expérience on pourra partager. Et un aspect clé, un point clé de ce cycle, c'est vraiment le processus de questionnement et de réflexion qui permet ensuite de mettre en place un plan d'action. À partir de ce plan d'action, on identifiera des stratégies qui seront prioritaires et ensuite on reviendra pour évaluer et réfléchir afin de créer de nouvelles opportunités d'apprentissage. Donc c'est vraiment une démarche qui permet à un groupe d'experts, de pairs, de travailler ensemble et de résoudre des problèmes qui se posent. Donc, dans le cadre de ce projet que je mentionnais à l'instant, qui devait permettre donc d'envisager comment concrètement les PME peuvent servir de vecteur en termes de la transition vers une économie verte, les activités principales, on a d'abord mis en place ce groupe d'action. Donc, malheureusement, il se devait d'être régional au départ, et en fait, on a juste pu avoir, si je me souviens bien, oui, des représentants de Trinidad, de la Grenade et de la Jamaïque. Et en fait, encore une fois, puisque tout ce que l'on fait consiste vraiment à faire se réunir et à faire collaborer les parties prenantes de différents secteurs. Donc, les membres de ce groupe GAA, en raccourci, les membres du GA donc étaient représentants de PME, donc des personnes qui font face aux réalités qui se posent de manière quotidienne, des représentants d'agences d'aide au financement, quand les PME doivent leur faire appel, des représentants de la société civile, des agences du gouvernement et des agences techniques. Donc ces membres se sont réunis et ils ont élaboré ensemble un programme de recherche pour les PME, toujours évidemment dans le cadre de cette transition vers l'économie verte. Et ensuite, du coup, la réflexion a permis d'identifier des thèmes principaux, parmi lesquels la question qui se posait de savoir comment on pouvait créer une culture de soutien aux PME au sein des agences techniques qui encouragent le respect de tous. On a eu des témoignages, voilà, on va taper à la porte de telle agence et on n'est pas forcément bien reçu, on est perçu de telle ou telle manière. Donc il a été noté qu'il fallait créer une culture véritablement de soutien et d'entraide aux PME. Le rôle de la société civile a également été posé. Comment les organisations de la société civile peuvent collaborer avec les agences gouvernementales pour fournir le soutien requis aux PME? Comment faciliter les relations entre toutes les parties prenantes que je viens de citer et qui sont membres de ce groupe, qui favorisent le respect et l'équité? Comment mesurer le succès d'un entrepreneur? Est-ce qu'il s'agit juste de réduire la consommation d'électricité, d'imprimer moins de papier pour dire voilà, ça y est, nous sommes une entreprise dite verte? Comment mesurer le succès d'un entrepreneur? Et enfin, comment influencer les politiques de manière efficace? À terme, évidemment, j'aurais peut-être dû le mentionner, le processus d'apprentissage par l'action, l'objectif qui, à terme, c'est le changement. Donc, et on sait tous que le changement passe par la prise de décision. Donc, l'influence des politiques apparaît comme un point clé. Donc, toutes ces questions ont été identifiées comme étant des questions clés, des thèmes clés auxquels il fallait s'attacher. Donc le programme, encore une fois, mis en place par ce groupe au terme des discussions et de la réflexion, deux objectifs principaux. Dans un premier temps, définir les modalités d'utilisation de cette méthode que je mentionnais, de l'apprentissage par l'action, pour développer le secteur des PME, plus particulièrement évidemment dans le cadre d'une transition vers l'économie verte. Et enfin, du moins le deuxième objectif du programme souhaitait traiter de questions relatives aux actions des agences d'aide aux PME, à la prise de décision, aux approches et aux outils qui, encore une fois, encouragent la croissance de ces PME. Donc, évidemment, tout ça s'est fait en plusieurs étapes et je suis obligée de résumer. Mais à chaque fois, il fallait passer à un niveau supérieur de la réflexion. Et ensuite, quand il s'est agi d'identifier des questions véritablement précises que les membres du groupe devraient considérer ensuite pour revenir et partager le fruit de la réflexion menée, des sous-thèmes ont été identifiés. Donc, le premier sous-thème, les PME et la transition vers une économie verte. Quelles sont les caractéristiques d'une PME verte? Évidemment, comme je disais à l'instant, est-ce qu'il suffit de dire, voilà, on éteint la lumière, on ne laisse pas la climatisation allumée? Est-ce que ça suffit pour dire que, voilà, nous sommes une PME verte? Quels sont les outils et les opportunités pour les PME au sein d'une économie verte?
quels sont les bénéfices? Comment les PME et les agences d'aide au financement, d'aide technique, peuvent-elles collaborer afin de permettre aux PME de croître au sein d'une économie verte? Encore une fois, oui, le modèle de développement économique qui privilégie la croissance semble avoir échoué. Les inégalités sociales sont encore criantes. Les bénéfices sont répartis de manière injuste dans beaucoup de cas. Mais il n'en demeure pas moins que la croissance de ces PME reste quand même un objectif fondamental. Donc, comment permettre aux PME de croître au sein de cette économie verte tout en encourageant l'inclusion sociale et la résilience culturelle au sein de nos régions. Un autre aspect des questions qui devaient guider la recherche, la mesure du progrès. Encore une fois, si on s'instaure dans le cadre d'un cycle, comment peut-on parvenir à mesurer les progrès? Comment mesurer la valeur ajoutée des PME vertes? Et on constate bien que toutes ces questions, si l'on veut à terme, comme je le mentionnais à l'instant, influencer les politiques, il faut pouvoir mesurer les progrès et dire voilà, on était au point A et on est au point B et voilà les progrès qu'on a effectués. Et toujours dans le cadre de la mesure des progrès, les types de mesures, les politiques, les programmes, quelles sont ces mesures et ces programmes qui seraient susceptibles de catalyser la croissance des PME, encore une fois, dans le contexte de l'économie verte. Donc tout ça, évidemment, ce sont des questions qui ont été posées et qui sont en cours de traitement, j'ai envie de dire. Malheureusement, c'est un processus qui est long, cela va sans dire. Enfin, l'un des points et l'un des résultats clés de ce projet pour le moment, on a pensé à toujours dans le cadre pour évaluer de manière concrète, encore une fois, comment les PME pouvaient être le vecteur de cette économie verte. 3 piliers du changement: économique, environnemental et social. Et donc, en fait, avec des actions identifiées, 3 par pilier, de manière à pouvoir vraiment concrétiser la transition. Donc, d'un point de vue social, on suggère de soutenir les initiatives locales. Évidemment, collaborer avec des entreprises locales dans la mesure du possible, embaucher des locaux, soutenir les membres de la communauté qui, évidemment, ne ressortira que renforcés. Des conditions de travail décents. On oublie trop souvent que, encore une fois, l'économie verte est un concept qui est inclusif, qui se veut véritablement englobant et qui met l'individu et l'être au sein de l'entreprise qu'il emploie au centre. Donc, il s'agit de fournir des conditions de travail décentes, des conditions de travail humanitaires, de respecter la réglementation. Ça peut paraître évident pour certains, mais respecter la réglementation en matière de santé, en matière de sécurité à l'emploi, etc. Dans le domaine environnemental, des thématiques auxquelles on est sans doute familier: réduire, réutiliser, recycler, acheter moins, réutiliser dans la mesure du possible. Dans le domaine économique, dans le cadre du pilier économique, le partage des bénéfices apparaît comme impératif, distribuer les bénéfices de manière équitable et juste. La première action, évidemment, concerne la certification. Oui, l'économie informelle existe, mais c'est pas pour autant que il faut privilégier le statu quo. Et évidemment, il y a des avantages et il y a des inconvénients, mais il y a des avantages à sortir de ce secteur informel. Et enfin, chercher dans la mesure du possible à obtenir des certifications d'économie verte, si elles existent dans le territoire dans lequel on se trouve. Donc c'est un document que j'ai juste mis, c'est un document qui est en cours de finalisation sur en ce qui concerne les 3 piliers du changement pour les PME en tant que vecteur de la transition. Et enfin, je vais juste terminer par une note positive, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Le processus a commencé récemment et il est on est en cours de questionnement et en cours de réflexion. Mais à ce jour, on a pu, à notre échelle, à Trinidad, influencer les politiques. Lorsque l'on a réuni les membres, après sélection évidemment de ce groupe d'apprentissage par l'action pour les PME et l'économie verte, des représentants du ministre du Travail, des petites et moyennes entreprises de Trinidad et Tobago étaient présents. Et il se trouve qu'au moment où ces discussions se tenaient, au moment où ces réunions ont eu lieu, la politique en matière des PME vertes était en cours d'élaboration.
et les résultats, le fruit de la réflexion des discussions ont pu être pris en compte et inclus au document qui est encore en cours de finalisation. Mais au moins, on a pu voir là j'ai envie de dire des résultats à cette échelle-là de la discussion et des questions que l'on s'est posées jusqu'à présent. Donc voilà, c'est ce que l'on pouvait dire sur le projet que Canary a mis en œuvre et est encore en train de mettre en œuvre et toutes les questions qui se posent en termes d'économie verte et des PME et du rôle que peuvent jouer ces PME dans le cadre de la transition pour une économie verte. Merci. Merci Loïsa pour cet exposé qui met en relief la difficulté à appréhender, je crois, cette thématique parce que ça participe de bouleversements, de véritables schémas mentaux et auxquels nous ne sommes pas du tout habitués en termes ne serait-ce que de méthodologie. Donc, la première question que je serais amenée à poser dans le cadre de la mise en œuvre de cette méthode de travail, apprentissage par l'action, qui présentée comme ça est très séduisante, mais de façon très concrète et pratique. Quelles ont été les contraintes, les difficultés, étant donné qu'il y a des acteurs qui se situent à des niveaux totalement différents et qui doivent interagir sur un mode de fonctionnement où on leur demande de poser leur postulat de côté et d'arriver finalement avec un esprit totalement ouvert à ce que pourrait dire l'autre pour pouvoir l'intégrer dans la réflexion. Alors, la difficulté principale de cette méthode qui est, enfin, comme moi, en tout cas, je qualifiée de séduisante, je ne peux qu'être d'accord. La difficulté de cette méthode, dans un premier temps, c'est de faire en sorte que ceux qui y participent et ceux qui s'engagent à y participer comprennent de quoi il s'agit. Je me souviens par exemple d'un exercice que l'on avait mené dans le cadre d'un projet différent et il s'agissait en fait d'aider des organisations de la société civile, de leur permettre d'avoir accès à des projets en travaillant avec un mentor. Et en fait, il s'agissait de savoir comment, puisqu'on formait ces personnes qui allaient devenir les mentors de ces organisations, il s'agissait de savoir comment approcher l'organisation. Et en fait, le problème se pose, donc le mentor dit, bon voilà, je souhaite aider cette organisation à remplir cette fiche de proposition, essayer d'avoir accès à ces financements. Et en fait, comment est-ce que je dois faire ? Comment je dois m'y prendre, comment je dois les approcher. Et en fait, des personnes qui ont été confrontées à ce genre de situation pourront dire, voilà, pourquoi tu n'essaierais pas ça, pourquoi tu n'essaierais pas ça. Donc, c'est vraiment une démarche de questionnement perpétuel. En ce qui concerne les contraintes, tout bêtement, elles sont, premièrement, j'ai envie de dire, financières et matérielles. Même pas premièrement, mais principalement. C'est-à-dire que malheureusement, l'argent, de manière très triviale, est le nerf de la guerre. Et autant les membres d'un groupe d'apprentissage par l'action apprécieront d'être dans une salle avec des experts, avec des collègues, avec des personnes avec lesquelles on peut échanger, partager des expériences. À terme, comment est-ce que est-ce que je peux manquer une journée de travail? Est-ce que je n'ai pas des choses plus importantes à faire? Donc, malheureusement, c'est aussi, j'ai envie de dire, aussi simple que ça à la base. Après, s'il y a un véritable engagement de la part des membres de ce groupe, la communication peut se faire, évidemment. On peut communiquer de manière par mail, etc., discuter, vidéoconférence avec les technologies que l'on connaît aujourd'hui. Mais il faut véritablement, je pense, un engagement. Ça, c'est fondamental au départ, un engagement des personnes qui décident
qu'elles participeront à ce processus. Et ensuite, il faut évidemment les moyens de faire en sorte qu'elles puissent se réunir. Dans le cadre du groupe d'apprentissage par l'action, dans le cadre de ce projet spécifique, le groupe se voulait au départ régional, mais malheureusement, on n'a pas pu mobiliser, ça c'est un aspect qui est aussi important, on n'a pas pu mobiliser suffisamment de personnes et on n'a pu avoir que des représentants de la Grenade et de la Jamaïque. Trinidad, Grenade, Jamaïque, c'est pas excessivement régional. Évidemment, pour faire les rencontres face à face sont toujours meilleures, plus efficaces. C'est bien, on peut parler par Skype, on peut se rencontrer par Skype, mais être ensemble dans la même salle, ça a évidemment beaucoup d'avantages. Et pour faire venir des gens de la Grenade, de Trinidad et de la Jamaïque, il faut quoi ? Il faut des fonds pour qu'elles se réunissent. Donc c'est ça. Donc en fait, les difficultés principales d'une telle méthode, surtout quand on essaie d'avoir un groupe régional, c'est de faire en sorte que l'engagement et que la volonté des acteurs qui participent soit maintenue et de façon à garder, j'ai envie de dire, le momentum et l'envie de contribuer, de collaborer, de partager les expériences. Mais je laisse la parole à la salle. Je sens nos chefs d'entreprise un petit peu interloqués, je pense, parce qu'on sort vraiment de l'approche classique où il n'y a pas de mesure d'indicateurs de résultats, d'impact sur ce que pourrait apporter l'économie verte en termes de croissance même des entreprises. Mais bon, je présume qu'ils ont bien compris que c'est un concept qui est totalement novateur. J'espère que ça appelle chez eux une réflexion. Donc je laisse la parole à la salle. Bon, je ne suis pas chef d'entreprise, mais moi j'ai une question. C'est en dehors du groupe justement qui participe à ces espaces d'échange. L'idée c'est d'avoir effectivement, j'ai vu, de mettre en place un plan d'action, une stratégie qui sera appliquée, je suppose, dans chaque structure qui participe. Mais au-delà, c'est de pouvoir diffuser ces techniques, ces méthodes, ces actions, ces types d'actions à d'autres structures. Comment se fait ensuite la diffusion au-delà? Ouais, est-ce qu'il y a des expériences concrètes qui... Alors, pour le moment, la seule façon concrète que l'on a pu trouver pour justement diffuser les résultats à ce jour du projet, c'est une publication qui n'existe qu'en anglais, qui se présente sous cette forme-là. Donc on a Canary de temps en temps, encore une fois quand on le peut, on réalise des précis politiques. Donc c'est un format assez condensé, 4 pages. Avec des messages clés, un résumé en introduction et qui permettent justement de partager les expériences. Donc en fait ensuite on procède à la dissémination, on partage avec les parties prenantes, les personnes qui peuvent avoir un intérêt à l'échelle évidemment de la région. Donc c'est l'une des manières, si vous voulez, qu'on utilise pour partager les expériences et partager les résultats. Quand on a l'opportunité, encore une fois, on peut également lors d'une manifestation, lors d'un événement, si la thématique s'y prête, on peut encore une fois aller présenter les résultats obtenus à ce jour. Au jour d'aujourd'hui, c'est là où véritablement on en est. Mais on espère vraiment poursuivre le travail et maintenir encore une fois l'engagement de toutes ces personnes qui ont participé au processus jusqu'à présent. De toute façon, l'économie verte ne peut être réalisée, ne peut se concrétiser, se matérialiser sans le secteur privé. Et le secteur privé, ce n'est pas évidemment uniquement les grosses entreprises, les multinationales, etc. Donc, partant de ce postulat, il n'est jamais vraiment une fois que l'on s'accorde sur le rôle du secteur privé dans le cadre de la transition vers une économie verte. Évoquer les PME et parler des manières concrètes que les PME peuvent utiliser pour justement devenir prendre une part active à cette transition vers l'économie verte, cela devient presque facile. C'est-à-dire que cet argument-là, entre guillemets, n'est pas le plus difficile à présenter. Mais encore une fois, les contraintes sont souvent matérielles et financières. C'est malheureusement une réalité. Bonjour. Je suis Monsieur Jeanne, j'ai 2 casquettes ici. Je suis à la fois représentant de la société civile en tant que président de l'association collective Vigilance Citoyenne, puisqu'on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était écologie, contre les pandages aériens et différentes choses.
Mais je suis aussi chef d'entreprise, enfin j'ai ma structure, plutôt dans le domaine des systèmes d'information, côté informatique, gestion de projet et autres. Et ma question était plutôt une question, on va dire, technique. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté à mesurer le fait de savoir si une entreprise est verte ou elle n'est pas verte. Est-ce que parmi vos différents ateliers, j'imagine qu'il y a eu, est-ce qu'il n'y avait pas des ateliers destinés à définir des indicateurs de mesure concernant l'un et l'autre des secteurs? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été remontées là-dessus pour savoir si précisément vers quoi on évolue, vers quelle direction est-ce qu'on se donne, qu'est-ce qu'on met comme indicateur en place pour définir ce que vous avez appelé tout à l'heure la roadmap, enfin En fait, pas à ce jour, non, malheureusement, non. On n'est pas, si vous voulez, encore parvenu à ce niveau de mesure du progrès. Le résultat le plus abouti en termes de moyens concrets, c'est le dernier document qui est en cours de finalisation que j'ai présenté avec les 3 piliers du changement et ce que concrètement les entreprises peuvent utiliser pour justement prendre une part plus active à cette économie verte et cette transition. Mais malheureusement, à ce jour, on n'a pas encore atteint ce niveau-là, précisément, en termes de mesures de progrès et d'indicateurs spécifiques. Je prolonge un petit peu ma question parce que par derrière, à la fois ce souci de mettre en place cette organisation, il pourrait y avoir l'intérêt à partager de la connaissance, soit via effectivement des réseaux informatiques ou autres, mais il y a visiblement quelques pistes qui pourraient être à moindre frais, je dirais, commencer à être déployées assez rapidement, j'imagine. Ah oui, bien sûr, c'est un processus qui est en cours, comme je disais, donc j'ai l'impression de ne parler que de ça, mais malheureusement tout est une question de financement et de moyens de mise en œuvre. Donc c'est malheureusement une réalité, surtout pour une ONG qui est en permanence, qui doit assurer des financements et garantir la pérennité de l'organisation. Donc souvent on évolue par phase. Donc on peut mettre en place une première phase, une deuxième phase, etc. Donc là j'ai vraiment présenté le stade où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'évidemment on est bien évidemment conscient et les membres du groupe sont conscients qu'il y a les opportunités ne s'arrêtent pas à ce que j'ai présenté, ne s'arrêtent pas aux questions qui ont été posées. Alors c'est bien beau, on dira c'est bien beau de poser des questions, mais il faut pouvoir y répondre. Et comme vous le précisiez, certains des membres de ce groupe sont chefs d'entreprise, donc il s'agit après pour eux de retourner au sein de leur propre structure et de mettre en œuvre certaines des suggestions et certaines des pistes qui ont été introduites lors de la réflexion. Donc c'est vraiment c'est des processus qui sont longs, mais le but ultime c'est le changement. Donc c'est vraiment vers cela que l'on se dirige. Mais c'est des processus qui sont longs et qui prennent du temps, malheureusement. Pour le commentaire sur la longueur du processus, mais justement, puisque cette phase-là est tellement cruciale, je voulais peut-être que vous reveniez sur les formes que prennent l'engagement des membres du groupe. Comment sont-ils identifiés? Comment s'intègrent-ils au groupe? Et comment se passe finalement, vous avez évoqué les différentes modalités de contact, mais comment se matérialise leur engagement pour participer au groupe? Et quel retour vous avez pu avoir sur l'application des préconisations éventuelles au sein de leur structure d'appartenance de départ? Alors, comme je crois l'avoir mentionné, cette approche de travail d'apprentissage par l'action, c'est une approche que l'on a mise en œuvre, que l'on a utilisée au sein de plusieurs projets. Et en fait, les membres d'un GAA, pour faire un peu plus court, sont identifiés au départ en fonction de leurs intérêts, de leur champ d'action. Donc, si par exemple on sait que il y a un certain nombre d'entreprises, de la société civile, d'organisations de la société civile avec lesquelles du moins on a déjà eu des rapports, on a mis en œuvre des projets par le passé, on va les contacter, on va leur proposer l'initiative, on va leur proposer le projet, leur présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse? Encore une fois, comme je le disais, il ne s'agit pas d'être motivé par rien qui soit matériel, j'ai envie de dire concret. C'est-à-dire que en général, il faut que ce soit clair dès le début que voilà, vous vous engagez à être membre d'un groupe, à prendre part à un processus qui sera long, qui nécessitera un véritable engagement de votre part. Et parfois, en fonction du projet, ça dépend, mais on établit des termes de référence.
pour les membres du groupe. Et les membres du groupe, on rédige les termes de référence et ensuite on en discute et on voit si chacun ou une majorité peut s'accorder si ces termes de référence peuvent satisfaire tout le monde. Ensuite, encore une fois, la difficulté, c'est vraiment de maintenir l'engagement, de maintenir la volonté. Alors au départ, souvent, ce sont des processus qui sont intéressants, qui sont séduisants. Et dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce qu'on peut commencer le projet ou commencer ce processus de réflexion avec peut-être 10-15 membres et à terme, peut-être 7-8 sont encore actifs, continuent à échanger, continuent à... Donc c'est vraiment... C'est les difficultés d'une telle méthode. Mais si au départ... et puis comme c'est une méthode qui est relativement nouvelle, donc il faut d'abord qu'il y ait une compréhension, que tout le monde soit sur le même longueur d'onde, exactement, merci, c'est le mot que je cherchais. Et donc, une fois que tout le monde est sur la même longueur d'onde et qu'on comprend le sens de la démarche et qu'on peut voir à terme comment cette démarche pourra me bénéficier, comment si je me retrouve dans une même salle ou que j'échange avec d'autres chefs d'entreprise qui ont probablement des problématiques ou qui ont des thèmes similaires à ceux auxquels je suis confrontée, comment moi à terme ça peut me bénéficier. Donc une fois qu'on a réussi à établir ça et que les participants prennent vraiment conscience de ça et s'engagent, le processus peut continuer. Et indépendamment de toute ressource, enfin, je veux dire, échanger des mails ou se réunir par Skype ou autre moyen, ça ne coûte pas forcément énormément. Donc le plus difficile, c'est de maintenir l'engagement des différents participants. Je trouve très intéressant, moi, votre démarche qui consiste sur ces thématiques transversales, biodiversité, lutte contre le changement climatique, etc., de croiser ça avec les acteurs économiques et notamment les entreprises. Alors, moi, je suis de l'Agence française de développement, donc on est un établissement financier, une banque de développement. On finance à la fois des programmes, je dirais, qui répondent au sens large au développement durable, à ces thèmes transversaux. On a des cadres d'intervention biodiversité, des cadres d'intervention stratégique biodiversité, lutte contre le changement climatique par exemple. On soutient un certain nombre de programmes, notamment l'AFD connaît l'association Canary qui travaille notamment sur un programme qui est le fonds de partenariat, fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques. Voilà, pour lequel il y a un compartiment non négligeable pour ces écosystèmes de la Caraïbe et on met par exemple 7 millions d'euros, ce qui est quand même une somme importante pour ça. Et on a un petit peu le même problème. Comment, je dirais, moi je finance plutôt des entreprises, hein, on fait aussi ça à l'AFD, soit via notre BPI France que l'on représente ici, soit par des financements directs ou des prises de participation qu'on peut faire aussi. Et comment essayer de pousser le monde de l'entreprise à intégrer un petit peu toutes ces nouvelles thématiques. Certains le font sans avoir besoin d'ailleurs d'appui, d'autres ont besoin sans doute d'appui, d'action, d'accompagnement, notamment les plus petites, les PME. Donc je trouve ça intéressant, mais je demande à voir de plus près comment ça s'organise. Par exemple, alors si on regarde vos groupes d'action, quelles entreprises vous avez réussi à avoir, qu'est-ce qu'elles en retirent, est-ce qu'elles continuent le processus, est-ce que ça se traduit pour elles par une amélioration au niveau de leur marché, parce que je sais pas, au niveau des produits, des process, que sais-je, ou à l'intérieur de l'entreprise, au niveau du recyclage, enfin il y a des tas de thèmes évidemment que vous devez évoquer, mais qu'est-ce qu'en tirent concrètement les entreprises qui participent au processus? Alors encore une fois, il s'agit d'un enrichissement pour ces acteurs et pour les participants au groupe d'action, mais on n'en est pas encore dans le cadre de ce projet-là au stade où l'on peut véritablement mesurer et au stade où les participants peuvent revenir et nous dire voilà, j'ai effectué ça et ça a fonctionné, ça a moins bien fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Ce groupe-là a réuni beaucoup, on a été relativement surpris parce qu'on avait d'ailleurs une majorité de représentants d'agences techniques, d'agences d'aide au financement qui aident les entreprises, les PME à monter des projets de démarrage d'entreprise.
tout ce que les agences qui participent à l'aide, qui fournissent des formations aux entreprises en gestion financière, etc. Donc, on a eu pratiquement une surreprésentation de ces agences-là, de ces partenaires-là, qui qui étaient vraiment véritablement curieux de savoir comment nous on peut changer notre façon de faire et comment on peut véritablement aider et soutenir les PME à progresser et à croître. Et dans le cadre de ce groupe, j'allais dire, on a eu surtout des entreprises, des PME qui évoluent dans le secteur du tourisme durable. Je me souviens, on a eu un producteur de cacao de Tobago, par exemple. Donc, c'est surtout ce genre d'entreprise-là avec lesquelles on a travaillé dans le cadre de ce projet-là. Mais encore une fois, malheureusement, c'est presque frustrant parce que le processus est en cours et on sent bien que, et le groupe d'ailleurs, je dois dire, a été assez, l'ensemble des participants a réussi jusqu'à maintenant à maintenir l'engagement et la communication entre les différents membres. Mais l'on sent bien que les opportunités sont là et qu'il y a véritablement des velléités de poursuivre la discussion, de poursuivre la réflexion. Mais malheureusement, au stade où on en est, on n'a pas encore pu revenir tous ensemble et dire voilà, ceci a fonctionné et cela a moins bien fonctionné. Mais bon, on est optimiste. Dans le cadre de ce groupe-là, en tout cas, on est optimiste. Bonjour. Donc, moi, avec un collègue, nous dirigeons des entreprises qui sont dans le secteur des énergies renouvelables, dans le solaire en particulier. Donc, je dirais qu'on a une certaine histoire dans ce métier et qu'on est un peu versé dans l'économie verte depuis le début. Je dirais que nous, on est plus en train de regarder l'économie circulaire pour essayer de voir comment faire en sorte d'aller encore plus loin au niveau renouvelable, fabrication des panneaux photovoltaïques, retraitement, les tri sélectifs dans les entreprises, le fait qu'on essaie d'avoir un comportement éco-responsable, mais qui est, je pense, à un degré qui est déjà plus avancé que dans la moyenne des entreprises de par le métier dans lequel on est. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous avez dans ces travaux-là, parce que des exemples concrets avec des entreprises de ce secteur dans cette zone Caraïbes, puisqu'on s'y développe aussi, de manière à voir si on peut, pourquoi pas, se raccrocher à quelque chose ou pas. Donc dans le secteur essentiellement de l'énergie solaire, ça nous intéresse, quoi. Voilà, pour essayer de se raccrocher au wagon, pourquoi pas. Et aussi utiliser une force de réseau, hein, parce que c'est ça qui est important, hein, dans la Caraïbe, c'est prendre les bons exemples et y apporter aussi notre un peu de savoir-faire aussi, pourquoi pas. Non, je ne peux qu'être très positive face à une telle démarche. Le secteur des énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, un peu difficile à dire, n'était pas représenté, ça c'est sûr et certain. Ce n'est pas dans l'ensemble un secteur ici je sais qu'on a de bons résultats, mais dans les autres pays ce ne sont pas vraiment ce ne sont pas des réalités, ce ne sont pas des réflexes qu'ils ont. Donc non, les échanges d'expériences sont bénéfiques et évidemment nous serions tout à fait prêts à échanger davantage et à inclure d'autres types d'entreprises au sein de ce groupe et au sein de la réflexion. Absolument, absolument. Comme vous le disiez, la mise en réseau, et c'est aussi l'un des objectifs forcément d'une telle approche, hein, c'est que, encore une fois, en tant que père, en tant qu'expert et en tant que collègue, même si on n'est pas tous exactement dans le même secteur, mais les échanges d'expériences sont bénéfiques. On a tiré telle leçon et ça peut profiter à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment on privilégie les échanges et la participation, la collaboration de toute façon. Donc je ne peux dire qu'un grand oui. Pour rebondir sur ce que disait Monsieur Latouche, donc je dirige effectivement une société qui est implantée aux Antilles et Guyane française. On a acquis sur ces territoires avec des confrères un réel savoir-faire qu'on souhaiterait aujourd'hui exporter avant qu'on se fasse dépasser par nos confrères espagnols ou anglais ou américains. Donc de façon très concrète, comment est-ce qu'on pourrait monter un groupe d'action avec
des entreprises, des décideurs, des politiques, des institutions de Trinidad et d'autres territoires, pays de la Caraïbe, sur des thématiques très précises, très concrètes, comment injecter de l'électricité renouvelable sur le réseau public, comment favoriser le développement de la chaleur solaire, comment développer les business qu'on connaît déjà ici et qu'on met en place sur tout ce qui est économie d'énergie, basse consommation. Est-ce qu'on peut monter un groupe d'action sur ces thématiques très précises, qui il faut aller voir, comment on le structure, combien de temps ça prend? Voilà des questions qu'on peut se poser. Beaucoup de questions. Alors, comment concrètement, j'ai envie de dire, un projet? On commence par en discuter et ensuite on voit comment on peut le mettre en œuvre de manière concrète. Après, moi je suis une optimiste, j'essaie d'être une optimiste de nature, donc tout est possible. Surtout quand il y a de tels potentiels d'échange et de partage d'expériences aussi bénéfiques et aussi utiles que celle-là dans le cadre de toutes ces problématiques d'économie verte. Donc il n'y a pas véritablement, en général tout passe par la rédaction d'un projet et d'un programme avec une identification d'objectifs relativement spécifiques et ensuite essayer de mobiliser les partenaires, les participants, les différents acteurs et mettre en œuvre ce projet. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas véritablement Après, en termes de temps, comme je disais, c'est long. C'est des processus qui sont longs et c'est des processus qui doivent il faut être patient, optimiste mais patient. Mais a priori, il n'y a pas de limitation. Canary est une organisation de la société civile. À Trinidad, au sein de la région, dans le cadre de ce qu'on fait, on a quand même une bonne réputation. Nous sommes implantés, nous avons un champ d'action qui est relativement large, donc nous pouvons sans problème évidemment servir de pas de lien, mais le mot m'échappe, mais de lien, de relais, voilà, de médiateur, oui. Donc si une fois qu'on est en mesure de préciser les choses de manière un peu plus spécifique, j'ai envie de dire sur le papier, de manière très très tangible, tout est possible. Oui, bonjour. Odile Esmini-Bata, je suis à la communauté d'agglomération Cap Excellence, responsable du développement durable. J'aimerais savoir, suite aux premières réflexions en tout cas du groupe de travail, comment les participants définissaient les entreprises vertes, les PME vertes. Vous disiez tout à l'heure quelles caractéristiques pour les PME vertes. Quelles sont les premières pistes de réponse sur cette question, s'il vous plaît? Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, comme je disais ou je crois avoir dit, l'économie verte, oui, on en a entendu parler, on sait vaguement ce que c'est, et trop souvent, justement, les gens ont tendance à juste réduire, j'ai envie de dire, l'économie verte ou une entreprise verte à ne pas utiliser moins d'électricité, moins de papier, etc. Or, ce n'est pas que cela. Et on s'est aussi rendu compte qu'en fonction de ce que sont nos sociétés au sein de la région, on se doit de prendre en compte l'individu au sein de la société. Donc, en fait, au tout départ, lors des premières réunions, lors des premiers échanges qui ont eu lieu, Canary, parce que justement on avait déjà effectué avec l'ensemble des parties prenantes, comme je l'ai mentionné au début, on avait déjà effectué cette réflexion et on était parvenu à l'identification du moins de certains principes qui pouvaient qualifier une économie verte dans la région. Mais c'est vrai que concrètement, au départ, les participants ne savaient pas véritablement définir ce qu'était une économie verte. Et c'est au fil des réflexions. Et c'est pour ça que je mentionnais le document qui est l'un des résultats les plus aboutis, même s'il est encore en cours de finalisation des réflexions du groupe. Et c'est pour ça que les participants ont ensemble, évidemment, en intégrant le fruit de la recherche que l'on avait déjà effectué avec l'ensemble des partenaires, ils ont identifié les 3 piliers et les 9 voies, les 9 moyens pour les entreprises de devenir véritablement vertes. Pilier social, économique, environnemental, avec des actions relativement simples. Privilégier les entreprises locales, faire en sorte que
que les employés travaillent dans des conditions décentes, des petites choses qui pour certains peuvent paraître normales, mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Et en fait, tout ça a permis de parvenir à ce document qui est en fait qui pourrait être distribué de manière très concrète. Et en fait, il s'agit, qu'est-ce que en termes environnementaux, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir prétendre à devenir ou à me transformer en économie, en entreprise, du moins en entreprise qui puisse être dite verte. Mais c'est vrai qu'au départ, le danger de ce genre de notion presque galvaudée, trop galvaudée, c'est voilà, en fait, on a une idée vague de ce que c'est, mais dans les faits, concrètement, on n'en sait pas vraiment plus. Donc, encore une fois, les 3 piliers, les 9 manières de devenir ou de se transformer en entreprise verte ont été identifiés justement dans cet objectif-là, afin de vraiment savoir de manière concrète, si une fois que on s'est réunis, on a discuté, on a échangé, je retourne dans mon entreprise, qu'est-ce que concrètement je peux faire? Donc voilà, c'était le dernier document. Bonjour, je suis André Bon de la région Guadeloupe. Moi, j'ai bien aimé la méthodologie, j'ai bien aimé l'objectif aussi, qui est de dire on passe par les entreprises parce que c'est elles qui créent l'activité, l'emploi, et donc qu'il faut passer par là. Je crois que c'est le même but qui est poursuivi par tout le monde, qu'on a essayé de faire nous dans le cadre de l'organisation de la conférence, parce qu'on avait fait de cet atelier sur l'économie verte une priorité pour nous, pour la région. Savoir comment on arrive à créer une dynamique pour permettre aux entreprises de se développer. Donc comment est-ce que tout le monde pousse ensemble pour permettre aux entreprises de se développer. Et moi, dans ce cadre-là, donc j'aurais aimé savoir un peu, est-ce qu'il y a des engagements derrière, parce que vous avez dit qu'il y a les gouvernements, il y a des agences d'aide. Est-ce que derrière, dans les conclusions, ça se transforme en... Est-ce qu'elles adhèrent vraiment à la démarche au point de s'engager à transposer dans leur politique, dans leurs orientations, et à continuer ce travail entre elles de coordination de leurs actions pour aider ces secteurs? Alors, Canary a entamé ce dialogue sur l'économie verte depuis, je crois, en 2010-2011. Donc, ça fait quand même quelques années que l'on y réfléchit. Et c'est vrai que toutes les occasions qu'on a, toutes les opportunités qui se présentent j'ai envie de dire, on essaie de prêcher la bonne parole et de présenter l'économie verte comme vraiment le modèle de développement qui puisse répondre aux défis qui se posent. Après, encore une fois, de manière spécifique en termes de ce projet de travail avec les PME, le seul véritable résultat en termes d'influence des politiques qu'on a eu, c'est celui que j'ai mentionné à l'échelle de Trinidad, parce que on avait eu des représentants de ce ministère-là qui étaient présents et qui ont apprécié le résultat des travaux et qui se sont dit, on est actuellement en train de rédiger cette politique d'économie verte spécifiquement pour les PME, donc on va pouvoir intégrer certaines des conclusions, certains des résultats des discussions au sein de ce document-là. Donc pour l'instant, c'est le seul cas dans lequel on peut vraiment dire voilà, on a réussi à influencer la politique. Malheureusement, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Il faut constamment convaincre, défendre et argumenter pour ensuite avoir des résultats en termes d'influence des politiques. On sait également que, encore une fois, à l'échelle de la région Caraïbe, l'une des grosses difficultés, j'ai envie de dire, c'est le changement. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une administration qui sera au pouvoir de temps à temps. Et juste par principe, une fois que les élections sont arrivées, s'il y a alternance, on va pratiquement faire table rase de tout ce qui a pu être fait, même si c'était bien, pas bien, moyen, etc. Et donc, c'est dans l'ensemble, le rôle de Canary et la fonction qu'on veut avoir à terme d'être vraiment ce médiateur entre l'ensemble des partenaires et représenter la société civile, c'est l'un des défis clés que je sais que auquel l'organisation doit faire face depuis pratiquement le début. C'est-à-dire influencer les politiques, oui, à terme c'est ce que l'on veut faire, parce que on fait
participer l'ensemble des parties prenantes. On est convaincu que, par exemple, de manière très concrète, les ressources de la pêche, par exemple, comment ne pas intégrer les pêcheurs aux discussions. Mais malheureusement, les pêcheurs vont vous dire qu'ils préfèrent que c'est dérisoire, qu'ils n'ont pas le temps, etc. Donc nous, on peut servir de lien. Et à terme, on veut influencer les politiques, sauf que malheureusement, c'est pas aussi facile. Mais encore une fois, on reste optimiste et on espère pouvoir élargir le champ de ce projet-là. Et peut-être après le ministère de Trinidad, ce sera une agence ici, ce sera un autre ministère dans une autre île, dans un autre territoire. Donc voilà, c'est encore une fois des processus qui sont longs et qui prennent du temps. Vous avez commencé à répondre à cette préoccupation et je voulais vous interpeller là-dessus, puisque moi-même, je suis d'une administration de l'État, service déconcentré du ministère de l'écologie, l'ADEAL, et ma préoccupation était que pour changer de paradigme et même pour influer sur les entreprises qui apportent la ressource, il y a une éducation en amont, donc l'éducation environnementale, vous avez parlé de la société civile, il y a des associations aussi qui jouent ce rôle-là, et moi, ma préoccupation, c'est de trouver comment dirais-je, à travers les ministères, les administrations, enfin cette impulsion-là, par rapport à comment vous êtes accueillis en tant que, je sais que vous êtes une organisation, mais c'était cet angle-là que j'aurais aimé que vous insistiez. C'est pas vraiment une difficulté, mais en fait, tout est difficile et en même temps rien n'est difficile. Une fois qu'on est convaincu, si on est passionné, on peut parvenir à obtenir des résultats. Les réponses varient. Encore une fois, dans le contexte de pays comme Trinidad, la Barbade, où on peut identifier tel ministère, telle agence gouvernementale, les réponses sont différentes. On peut avoir un ministre ou un secrétaire d'État qui est particulièrement réceptif à telle ou telle problématique. L'économie verte, oui, ça lui parle, il a envie d'en savoir plus. Donc, on va peut-être envoyer un précis de politique qu'on a rédigé. Voilà, veuillez trouver 6 juin un précis de politique. Nous sommes disposés à vous en dire plus et on va être ignoré parfois et parfois on va recevoir une communication. On veut en savoir plus, on est intéressé. Qu'avez-vous fait? Que proposez-vous? L'avantage que l'on a, nous, c'est qu'on a quand même on a des années d'expérience qui jouent en notre faveur. On a quand même une bonne réputation de manière dans la région et au sein de beaucoup de pays de la région avec lesquels on travaille depuis des années. Donc ça joue en notre faveur, mais c'est pas pour autant qu'il suffit d'aller taper à la porte de tel ministre, telle agence et que c'est facile en fait. Tout dépend vraiment. Souvent c'est ça. Vraiment. Parfois, c'est les personnes qui déterminent les priorités. Donc, on peut avoir, comme je disais, on peut être bien reçu, les travaux, les projets que l'on présente peuvent susciter de la curiosité, susciter de l'intérêt avec des résultats positifs, des propositions de mettre en place des choses concrètes. Et puis parfois, il faut travailler un peu plus, il faut rappeler, il faut reproposer, resuggérer. Donc, c'est un travail qui est constant. L'impression que j'ai en voyant tout ça, c'est que j'ai l'impression que pas mal de gens se posent la question comment voir ce qui a été fait, comment est-ce qu'éventuellement on pourrait s'y raccrocher. Ma question, je la formulerai différemment en disant que ce que j'ai du mal à appréhender, c'est la notion de gouvernance de cette organisation, de ce fonctionnement. Est-ce qu'il y a une gouvernance globale qui gère les différents pays, Trinidad, Tobago, chacune de façon locale, chacune avec ses méthodes? Dans quelle mesure est-ce que la méthode dont vous avez parlé, l'apprentissage par l'action, se décline? Est-ce que ça se décline de façon locale ou est-ce que c'est de façon globale? Nous, enfin je parle peut-être pour moi, mais pour d'autres personnes aussi ici probablement, qui voudraient éventuellement se rattacher à ce mode de fonctionnement, qu'est-ce que l'on pourrait voir, à qui s'adresser, qu'est-ce qu'on pourrait y apporter, qu'est-ce qu'on pourrait en retirer? Moi, ce que j'ai du mal à voir, c'est la notion, effectivement, comme je dis, de gouvernance. J'ai bien vu sur votre schéma qu'il y avait l'apprentissage par action. Pour moi, ça restait un cercle, mais un cercle, ça peut être fermé. La question, c'est comment est-ce qu'on pourrait le rattacher via l'extérieur, comment est-ce qu'on pourrait s'y introduire?
Alors, il y a absolument pas de limitation. Déjà, ça, faut que ce soit clairement dit. Si vous parlez d'alors, peut-être que ça n'est pas apparu très clairement. L'apprentissage par l'action est l'une des méthodes que l'on met en œuvre. C'est pas, il ne s'agit pas là de l'essentiel de tout ce que l'on fait à Canary. Canary, comme je le disais, est une organisation qui est basée uniquement à Trinidad pour des raisons pratiques. Il fut un temps, il y avait un bureau à la Barbade, un bureau à Sainte-Lucie, mais aujourd'hui, nous sommes basés uniquement à Trinidad. Mais notre champ d'action, c'est encore une fois l'ensemble des pays. Donc, c'est pour cela que nous avons des projets qui sont parfois régionaux, donc mis en œuvre à la fois à Sainte-Lucie, Antigua, Saint-Kitts, etc. Parfois, c'est des projets nationaux. Parfois, tout dépend du financement également. Si nous sommes financés par exemple, l'ambassade du Japon à Trinidad souhaiterait mettre en place des projets de réduction de la pauvreté dans les zones rurales, à Trinidad et Tobago. Donc, notre champ d'action devra se limiter, si on utilise les fonds de l'ambassade, par rapport aux restrictions, voilà. Mais au-delà de ça, encore une fois, il y a vraiment aucune limitation. Et de toute façon, c'est peut-être pas si évident que ça, mais Canary est absolument disposé et au contraire accueillerait avec à bras ouverts, j'ai envie de dire, des expériences d'ailleurs et des expériences en particulier de la Guadeloupe, de la Martinique, parce que on n'a pas encore malheureusement pu mettre en place de véritables projets de collaboration poussés un petit peu sur le long terme avec des agences ou des départements de Guadeloupe ou de Martinique. Donc, il y a absolument pas de limitation. Encore une fois, j'ai envie de dire, le premier pas serait de préciser ça de manière concrète sur le papier. Quels objectifs on veut, qu'est-ce qu'on veut partager, sur quoi spécifiquement on souhaite collaborer. Et ensuite, oui, comme je disais, tout est possible ou presque. Il se développe ou dans définir au niveau de la Caraïbe? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. En termes de certains pays comme la Grenade et la Jamaïque ont intégré de manière claire et distincte la transition et les principes d'une économie verte au sein de leur schéma de développement 2015-2020 en fonction. Parfois, ces pays auront identifié, je crois que dans le cas de la Jamaïque, le secteur minier ou le secteur de l'énergie a été identifié comme prioritaire pour justement favoriser cette transition. Mais en termes de réseau informel comme cela, je n'ai pas connaissance d'aucun particulier qui existe. Pour prolonger, excusez-moi, la question de monsieur, il y a récemment un projet de loi qui est en train d'apparaître, ou je ne sais plus exactement, sur l'économie sociale et solidaire en France. Donc ça, j'imagine que il y a peut-être des notions qui sont abordées. Il y a une agence qui est en train d'être montée ici en Guadeloupe. Vous n'avez pas, on va dire, un accès direct à ces notions-là. Il aurait fallu que des entreprises, des associations, par exemple, locales en Guadeloupe, puissent faire le pontage entre le projet de loi, les déploiements et votre expérience en la matière pour pouvoir relayer ces choses, quoi. Globalement, c'est ça le fonctionnement, quoi. Oui, encore une fois, de toute façon, nous, tout ce on croit à Canary, fondamentalement, on croit aux bénéfices et aux opportunités qui se présentent quand on partage des expériences. Quand ce que l'on fait en Guadeloupe, ce que l'on fait à Sainte-Lucie, à Barbade, vous voyez, donc c'est vraiment... on croit ici fondamentalement énormément à tout ce qui est réseau même informel. C'est-à-dire que oui, c'est bien de mettre en place de tels groupes, mais on peut aussi, voilà, les personnes qu'on rencontre lors d'une réunion, lors d'une rencontre, on peut garder le contact et ensuite continuer à échanger. Et c'est comme ça souvent qu'on obtient des résultats et des résultats concrets. Donc encore une fois, il y a absolument pas de limitation. Et dans le cas, par exemple, dans le cadre du projet de loi que vous venez de mentionner, oui, si je suis sûre que qu'il y a des composantes qui pourraient contribuer à affiner les problématiques, à répondre à certaines des questions qui se sont posées jusqu'à présent. Et il y aurait absolument pas, encore une fois, de limitation, et les échanges d'expériences sont les bienvenus. Un peu dans
Dans le prolongement de ce qui a été dit, donc j'aurais 3 petites questions. La première, c'est qu'effectivement, ça me fait penser par rapport à la question de Diles Peñebata aussi. Il y a souvent des décalages entre les États, justement, entre les différentes législations en matière de transition énergétique, d'économie circulaire, etc. Donc, les critères ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, premièrement. Donc, comment faire? Deuxième question aussi, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, en termes de financement, lorsque Canary monte un projet comme celui-là, est-ce que c'est Canary qui cherche les financements, donc pour monter le groupe? Et enfin, dernière question, est-ce que les questions de biodiversité, puisqu'on en a parlé en préambule, est-ce que ces questions-là ont été aussi au centre de groupes de réflexion, ont déjà fait l'objet de réflexions de différents partenaires? Alors, en termes de critères, je mentionnais tout à l'heure le cas de la Grenade et de la Jamaïque. On s'accorde tous en termes de ce que sont les principes qui définissent une économie verte. La place de l'individu, la possibilité de créer des emplois dans des conditions décentes, humaines, une répartition des bénéfices, etc. Après, je pense que plutôt que des critères différents, c'est vraiment chaque pays qui détermine en fonction de ses ressources, en fonction des secteurs qui sont déjà prioritaires. Les priorités sont définies de cette manière-là. C'est-à-dire que par exemple, la Grenade va choisir le tourisme durable pour une raison particulière, parce qu'il y a déjà un grand nombre, par exemple, d'entreprises et de structures qui œuvrent dans ce domaine-là. La Jamaïque va choisir le secteur minier parce qu'il y a un fort potentiel. Vous voyez? Donc je pense que les principes qui définissent, c'est vraiment qui guident l'idée de la transition vers une économie verte sont à peu près les mêmes, mais après c'est chaque pays, chaque territoire qui détermine en fonction de ses priorités, qui détermine ce sur quoi il va mettre l'accent. Donc je pense que il s'agit plus de décliner au cas par cas. L'économie verte, c'est tel principe, et comment nous on l'applique à Grenade, à Trinidad, à la Barbade. La Trinidad, les gens qui connaissent pas pensent parfois que oui, il y a la plage, etc. parce que c'est une île. Non. Trinidad, Tobago, oui, ce tourisme sable, blanc, plage, etc. Tobago, mais Trinidad, non. Trinidad, par contre, met l'accent sur le tourisme d'affaires et l'organisation de conférences internationales, etc. Donc voilà. Donc en fait, chaque pays, par rapport à sa situation actuelle, détermine comment il souhaite mettre en place cette transition vers l'économie verte. Après, en termes de financement, pour ce qui est du fonctionnement de Canary, tout dépend, encore une fois. Canary parfois accepte de volontiers de participer à la mise en place d'un projet, à la mise en œuvre d'un projet en tant que partenaire. Évidemment, il y a des conditions assez Enfin, tout dépend du projet, tout dépend du financement. Mais si on est un partenaire, évidemment, on a un rôle à jouer et tout est défini de manière clair au préalable. Après, Canary peut parfois, comme c'est souvent le cas, postuler pour obtenir des financements de telle ou telle agence, de telle ou telle fondation. Et si c'est un projet qui est régional, si c'est un projet sur lequel on estime que on pourrait bénéficier de la compétence de telle organisation, de tel laboratoire de l'université à Trinidad ou en Jamaïque ou ailleurs, pareil, on fera à ce moment-là appel à cette structure-là pour être notre partenaire sur le projet. Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Les contextes, les cas sont différents, mais c'est vraiment au cas par cas. Mais tout dépend des restrictions de départ. Et la troisième question. Oui, donc oui, la biodiversité a été mise en œuvre. Canary, une grosse partie des projets qu'on met en œuvre actuellement
contribue à la protection de la biodiversité. Le représentant de l'AFD mentionnait tout à l'heure un programme Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, qui est en fait un programme de 5 ans avec un ensemble de bailleurs dont la Banque mondiale, l'AFD, le gouvernement du Japon, la Fondation MacArthur, et qui en fait visait à allouer plus de 6 billions de dollars US pour que les organisations de la société civile uniquement mettent en place des projets de conservation de la biodiversité dans la région, et ce qui a été identifié comme le hotspot de la biodiversité des Caraïbes. Ensuite, biodiversité, économie verte, oui, parce que l'on sait que bon nombre des petites structures, des petites entreprises au sein de notre région, au sein de nos pays, utilisent ces ressources-là. Donc évidemment, il faut les utiliser de manière durable, de manière raisonnable, en tenant compte des effets possibles du changement climatique. Et alors je l'ai pas mentionné au début, mais lorsque l'on a initié le dialogue sur l'économie verte, qui, comme je dis, qui se poursuit encore aujourd'hui, nous avions aussi mis en place un groupe d'apprentissage par l'action qui réunissait des experts. Cette fois-ci, c'était un groupe qui était véritablement régional, avec des experts d'Haïti, de Trinidad, de la Jamaïque, de la Barbade, dans des domaines différents. Économie, macroéconomie, urbanisme. Il y avait un laboratoire de l'université des West Indies à Trinidad, des spécialistes du changement climatique, de la biodiversité. Et en fait, toutes ces personnes-là ont été sélectionnées pour faire partie de ce groupe. Encore une fois, de par leur capacité à influencer sur les politiques et à terme créer le changement. Donc forcément, de par la nature même des problématiques, la biodiversité avait été prise en compte dès le début. Pourquoi on a eu cette opportunité de travailler sur le projet avec une focalisation sur les PME en particulier? Parce que l'on s'est rendu compte, une fois qu'on a commencé le dialogue, c'est vrai que je voulais pas présenter pendant trop longtemps, donc j'ai juste résumé les résultats du dialogue sur l'économie verte à ce jour. Mais en fait, on avait identifié un certain nombre d'opportunités. Comment concrètement la région de la Caraïbe pouvait effectuer cette transition. Et parce que les PME représentent une telle proportion en termes de tissu économique, en termes d'emploi, de la population active, etc., utiliser les PME comme vecteur de la transition avait été identifié comme l'une des opportunités les plus faisables et dans un laps de temps assez rapide. Et donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a eu l'opportunité de proposer ce projet-là, on a commencé à le mettre en œuvre. Mais il y a évidemment d'autres opportunités dans le cadre du dialogue en général sur l'économie verte avaient été identifiées pour justement effectuer la transition. Mais bon, après, quand il s'agissait d'agir et de proposer quelque chose qui pourrait mettre en œuvre certaines des recommandations qui avaient été identifiées lors du dialogue sur l'économie verte en général dans la région. Et c'est pour ça que les PME, on avait identifié les PME comme projet faisable et opportunité immédiate pratiquement, j'ai envie de dire. Oui, j'avais une question concernant les mécanismes de compensation carbone. Je voulais savoir si vous avez une expérience en la matière, si vous avez identifié des acteurs ou des projets dans la Caraïbe ou à Trinidad ou Canaries peut-être elle-même en apporter. Parce qu'en fait, à l'issue de l'élaboration du plan climat-énergie territoriale de Cap Excellence, nous avons identifié des postes d'émissions que nous pouvons difficilement réduire, enfin qu'on peut optimiser, mais pour lesquels il y aura toujours du résiduel. Et nous sommes à la recherche de projets à soutenir dans le cadre des mécanismes de compensation, donc soit en Guadeloupe, soit dans la Caraïbe. Et j'ai un petit peu de mal à identifier dans cette région-là des porteurs de projets qui pourraient nous accompagner. Ce sont des problématiques que Canaries qui se situeraient dans le champ d'action et dans le cadre de notre plan stratégique. Donc avec plaisir, je propose juste qu'on en rediscute de manière plus spécifique et on pourra éventuellement, encore une fois, l'une des richesses de Canaries,
intangible, c'est notre réseau et c'est l'ensemble des partenaires qu'on a dans pratiquement toutes les îles. Donc, si même en termes d'identification de contacts et de personnes un peu à qui parler, on peut servir de lien, on peut faire le lien entre vous et ces partenaires potentiels là, ou même éventuellement en termes de Canaries nous-mêmes, quoi. Donc, oui. Juste une intervention, question. Il me semble avoir cru comprendre que le Guyana, en particulier dans le cadre du projet RED+, travaillait sur les mécanismes de compensation carbone. Donc du coup, la question est-ce que Canaries travaille au Guyana ou avec le Guyana? Et si oui, est-ce que vous avez des éléments d'information sur ce projet RED+? Alors, Canaries, pour faire simple, ne travaille pas énormément avec le Guyana, voire pas du tout. De manière récente, 5-10 dernières années, on n'a pas vraiment... C'est vrai que si on conçoit la Caraïbe comme la grande Caraïbe, on inclut évidemment les territoires comme le Guyana, mais c'est vrai que notre champ d'action se situe plus au niveau de la Caraïbe insulaire. Donc malheureusement, mais j'ai effectivement entendu parler du projet RED+, etc. Mais on n'a pas eu énormément de relations avec le Guyana. On va donc clôturer cette séance et remercier encore Madame Rosuel pour sa disponibilité. J'ai cru comprendre que certains avaient posé des questions fort intéressantes, comment intégrer telle zone, etc. Vous allez pouvoir en discuter avec elle tout à l'heure et peut-être échanger des cartes et échanger également des adresses e-mail et les numéros de téléphone. Encore une fois, merci de votre présence et je remercie tout le personnel de l'ICFC et la directrice qui a pu se mobiliser pour cette manifestation. Je vous remercie beaucoup. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.